Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce stand et pour cette conférence organisée par la Massif sur l'adaptation des territoires et comment la mobilisation citoyenne est au cœur des politiques publiques de proximité. Vous êtes peut-être élus, agents, acteurs économiques, acteurs sociaux impliqués dans la vie des territoires et il ne vous a pas échappé que l'actualité est marquée par notamment deux grands phénomènes. L'émergence des sujets d'adaptation, qui depuis plusieurs années, sous l'impulsion du ministre Béchu, le plan France à plus 4 degrés, l'adaptation au changement climatique est depuis 2 ans en haut de l'agenda. Et puis nous avons dans 4 mois les élections municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Et cette table ronde, elle est justement au croisement de ces sujets parce que c'est notamment dans la perspective du prochain mandat, qui constitue un enjeu pour certains d'entre vous, et pour nous tous, habitants, citoyens, qu'on a le sentiment qu'il y a matière à vraiment améliorer la capacité qu'ont les territoires, qu'a notre société, de façon collective, à faire face à des risques naturels qui sont croissants. Je m'appelle Vendry Jumeau, moi je suis fonctionnaire territorial, je travaille dans une grande ville ancienne capitale des Gaules, dont anciennement était Luc du Num, et je suis aussi, à titre bénévole, fondateur d'un réseau qui s'appelle Le Lierre, comme la plante. Et c'est un réseau d'acteurs publics, fonctionnaires, contractuels, collaborateurs d'élus, mais aussi consultants, experts, chercheurs, tous ceux qui font l'action publique. Et ce réseau, qui réunit plus de 2500 membres, il a vocation à outiller, et dans la perspective des élections municipales et du prochain mandat, parce que ce n'est pas tellement les élections qui sont un enjeu pour nous, ça, c'est un enjeu pour les listes, les candidats, les partis politiques. Mais surtout, il y a un enjeu de prochain mandat. Et donc, nous, on outille avec le soutien de la Massif et avec la mobilisation d'une dizaine de partenaires, notamment l'Office français de la biodiversité, la Fondation pour la nature et l'homme ou le Centre national de la fonction publique territoriale qui forme les agents territoriaux. On a élaboré un petit projet que je présente en 30 secondes et qui s'appelle Solutions Transition. C'est un site internet www.solutionstransition au pluriel, et ça vise tout simplement à outiller l'ensemble des acteurs locaux, vous, agents, candidats, citoyens, pour les donner tous les leviers de compréhension et d'action pour le prochain mandat dans le champ des politiques locales, notamment à des fins de transition écologique, solidaire et démocratique. Merci beaucoup à la Massif de soutenir ce projet qu'on va déployer, qu'on a commencé à déployer, qu'on présentait ce matin au salon et qui va donner lieu à des événements un peu partout en France et qui seront l'occasion notamment d'aider les acteurs locaux à appréhender le sujet de cette table ronde et notamment l'adaptation et les risques naturels. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec Bertrand de Lignon, Marcella Scarron, Emmanuel Poisson-Quinton, que je vais représenter dans un instant. Et je vais commencer par Bertrand de Lignon, qui est directeur IRD de la Massif, pour vous poser tout d'abord un peu l'état des lieux en matière d'impact du dérèglement climatique sur l'habitabilité et sur l'assurabilité, qui est un sujet pour les assurances. Et donc, vous, en tant que directeur à la Massif, quel est votre regard d'assureur sur l'impact du changement climatique sur l'habitabilité des territoires français? Une question essentielle. Et quelles sont pour vous les politiques publiques à mener pour préserver justement ces conditions d'habitabilité partout et assurer du coup l'assurabilité de nos concitoyens? Alors merci, ravi de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui nous touche au premier plan, parce qu'on est un observateur, nous, du dérèglement climatique. On le voit dans l'évolution de la sinistralité, dans l'intensité et dans la fréquence qui s'accélère de ces événements climatiques. Vous avez quelques chiffres à l'écran. Je ne vais pas les commenter. Je vais peut-être en donner un avant de revenir sur la notion d'habitabilité et d'assurabilité qui est important. Quand on reprend, on a la chance en France d'avoir un régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. J'y viens parce que c'est un régime de solidarité qui, en 1982, vous les élus ou vos prédécesseurs ont décidé de mettre en place ce mécanisme qui protège l'ensemble des Français sur certains périls. Il a évolué au fil des ans. Aujourd'hui, il est bousculé, ce régime, et on l'a vu dans des décisions récentes, notamment budgétaires, avec une évolution de la surprime qu'on appelle catastrophe naturelle, pour préserver ce régime. Donc nous, en tant qu'assureurs,
On est très fiers d'avoir ce régime de solidarité. Si on le perd, ça c'est un premier message, je pense que la mutualisation et ce qui fonde la solidarité face au dérèglement au risque climatique serait en péril. Donc qu'est-ce qu'on observe? Cette inflation, elle a des impacts au-delà de l'équilibre du régime de catastrophe naturelle. On le voit aujourd'hui, nous, chez nos assurés, lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des sécheresses et qu'elles deviennent récurrentes, ça crée des situations des fois de grande fragilité et pas que sur le plan de la sauvegarde des biens. C'est là où c'est important aussi en tant qu'assureur. On n'est pas uniquement sur s'assurer que finalement le bâti va résister. Le sujet, il est là, mais il n'est pas que là. Et on observe depuis de nombreuses années que certains événements climatiques, on peut penser aux inondations des Hauts-de-France, mais pas seulement, des phénomènes comme la sécheresse qui sont très récurrents, deviennent des vraies fractures et qui fragilisent nos sociétaires, et les assurés en général. Alors je reviens sur le fond de la question qui est assurabilité et habitabilité. Moi j'aime beaucoup les présenter comme ça, parce que souvent on dit, les assureurs, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes gentils, mais finalement vous n'êtes jamais là où on vous attend. Alors, ça c'est un débat. Moi, je préfère que l'on parle, quand on se projette, de dire mais est-ce qu'on pourra habiter demain les territoires? Là se posera la question de l'assurance. Donc quand on raisonne ensemble en se disant voilà, dans quelles conditions on va pouvoir continuer à vivre sur les territoires, nous on est des bons observateurs ou des observateurs privilégiés, on sait que dans certains cas on ne pourra pas vivre de la même façon qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, et c'est un des premiers messages que nous on porte à la Massif, avec notamment des partenaires que l'on a, et vous les avez cités, Marcella y reviendra aussi, et qui nous paraît important parce que l'assureur ne fera rien tout seul. Alors ça c'est clair, il ne sait pas faire d'ailleurs. Et dans le modèle mutualiste, on ne sait pas faire parce que c'est les sociétaires et les assurés qui sont à la manœuvre. Donc voilà, donc, on les accompagne, j'espère, le mieux possible. On ne peut pas faire seul et on ne pourra faire, c'est peut-être un premier message, après j'arrête de parler parce que je sais que le temps est très compté. C'est un premier message qui est hyper important. La mobilisation qu'on aspire aujourd'hui à rendre plus visible et à être acteur de cette mobilisation, elle est capitale. On le voit au travers quelques chiffres qu'il y a là dans les actions de sensibilisation. Nous, si on n'est pas ensemble pour faire face à ce que demain sera cette habitabilité, ces conditions de rester dans des bonnes conditions sur le territoire, on aura tout perdu, on ne parlera plus d'assurance. Je vais vous donner un dernier exemple pour qu'on soit bien clair. C'est un exemple qui est peut-être passé un peu sous les radars, et les élus, vous devez l'avoir à l'esprit parce que vous êtes concernés peut-être pour certains. Le recul du trait de côte. Ce n'est pas un sujet d'assurance, le recul du trait de côte. Aujourd'hui, ce n'est pas dans les contrats, on n'assure pas, le régime de catastrophe naturelle n'indemnise pas quand il y a un dégât, un dommage lié au recul du trait de côte. Pourtant, ce risque-là, en tant qu'assureur, il est réel et il touche nos assurés. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'on sait que demain, de fait, les projections qui aujourd'hui sont établies par le CEREMA notamment, montrent qu'en 2050 et 2100, le territoire sera redessiné si on ne fait rien. Ce n'est pas de la science-fiction. Et le si on ne fait rien, il nous questionne quand même, nous, en tant qu'assureurs, mais aussi tout le monde, les élus, les citoyens, pour que, précisément, on se mette ensemble pour trouver des solutions. Et il y en a. Et il y en a. Par contre, nier aujourd'hui qu'il n'y a pas de sujet d'impact du dérèglement climatique sur, je reprends cet exemple du recul du trait de côte, ce serait, éhontement mentir et ne pas avoir de bonne vision de ce qui va se passer à l'horizon 2050 et 2100, et j'arrête là. Merci beaucoup, Bertrand Delignon. On va rester justement sur le littoral et cette question du recul du trait de côte, puisqu'en fonction des régions de France, c'est parfois le risque canicule, le risque des feux de forêt ou des risques différents qui s'expriment ou auxquels nos populations et territoires sont exposés. Et on va rester justement sur le littoral avec Emmanuel Poisson-Quinton, qui est responsable développement incubateur à Explore. Je vous proposerai d'abord de présenter ce qu'est Explore, parce que vous le ferez mieux que moi. Et ensuite, je vous propose de nous dire, en tant qu'acteur engagé, notamment dans le champ de la recherche, et on en a besoin en tant qu'assureur et acteur public, d'avoir des gens qui font progresser la connaissance et la science. Quels sont pour vous les leviers clés pour travailler aux côtés des pouvoirs publics et des citoyens au développement justement d'une culture du risque en proximité, parce que c'est cette culture du risque en proximité qui va nous permettre d'être tous concernés et tous mobilisés par les solutions qu'on doit déployer. Oui, merci, bonjour. Concarneau, c'est tout à l'ouest de la France, on vient de là-bas. On est des gens de mer, notre histoire, nous, c'est la course au large au départ, aussi un point commun avec la Massif. Mais on s'est dit que c'était aussi bien d'aller explorer plus loin, donc on a développé une base d'incubation au service des explorations, tous sens. Les plus connus sont Under the Pole, Plastic Odyssey, Low-Tech Lab. Et à côté, on a un laboratoire territorial parce que c'est bien d'aller loin pour explorer, mais on a aussi besoin de comprendre chez nous ce qui change.
Et c'est à travers ça en fait, qu'on a croisé le chemin de la Massif, notamment sur les questions, nous, de notre expertise sur les sciences citoyennes. Avec les acteurs universitaires, on co-crée des formations avec Sciences Po, Centrale, les ENSAM. On est aussi très lié avec les secteurs publics, donc on connaît des agents au niveau départemental, régional, etc. Donc on comprend leur mode de fonctionnement et aussi les agents avec qui on travaille sur les différents sujets et dans différents services. Donc on est un peu au cœur d'un maillage qui est assez complexe entre la sphère publique, la sphère de la population, la société civile, pour faire très court, mais j'y reviendrai, et le dernier P qui est le privé, les entreprises, car on est un fonds de dotation. On a 50 mécènes, donc on est aussi très au fait du fonctionnement des entreprises, des enjeux RSE et RTE qui sont en cours et des difficultés à embarquer leurs collaborateurs dans ces sujets-là. Donc ce sujet des tempêtes, des crises, nous, ça nous parle. Comment on l'active? La première question, c'est de savoir avec qui on veut travailler sur un territoire. Donc là, on a la chance d'avoir nos différents canaux privilégiés qui sont 10 ans de travaux ensemble. Et un point extrêmement important, c'est la confiance. Parce que ce sujet de l'érosion ou du recul trait de côte, c'est un sujet très tendu. Donc quand on en parle des élus, c'est attention. Aux agents, c'est attention. Aux entreprises, c'est trop loin, ça ne me parle pas. Tendu car anxiogène. Anxiogène. Trop ouais. lointain. C'est anxiogène, et là j'aime bien, je reprends les mots d'un collègue qui bosse au service de crise de la ville de Nantes. C'est anxiogène tant qu'on n'a pas expliqué ce qu'il y a derrière en fait. Et à partir du moment où on a un panel citoyen comme ce qui était créé à Nantes, où il y a eu un travail de l'agglomération pour former des citoyens et faire remonter, entre guillemets, leur vision sur ces risques, après, c'est beaucoup moins anxiogène. Deuxième exemple, on a un protocole de sciences citoyennes pour suivre le trait de côte. Bizarrement, à Concarneau, c'est des habitants dont leurs maisons sont directement à risque là-dessus. Et donc, qui viennent en parler au travers d'un protocole scientifique, quelque part, ça détend vraiment les discussions après. Et on peut parler plus sereinement d'acronymes barbares comme les PCS, les PAPI, les PPRL, etc. On amorce, entre guillemets, une discussion et de la confiance, surtout sur le temps long. Donc c'est ça, rapidement, notre approche avec différents acteurs. Je vais me permettre de rebondir parce qu'il y a un point qui est important que tu as cité, c'est la culture du risque. Si on n'a pas cette culture et si on ne l'a pas ensemble, après, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas effectivement à mobiliser. La culture du risque, elle est inhérente au rôle de l'assureur, mais pas seulement. Les élus, vous êtes aussi exposés à beaucoup de risques. Donc vous avez aussi cette conscience du risque. Après, il faut la faire passer dans la population. Je vais donner un dernier exemple, moi qui me parle beaucoup, c'est l'étude du CEREMA dont j'ai parlé. Ça peut paraître anxiogène, mais pour moi, ça a été une sorte de déclic. Ils ont projeté, si on ne fait rien, le si on ne fait rien, il est important. Si on laisse en l'état les projections qui sont assez sérieuses quand même du CEREMA, qu'est-ce qui va se passer en 2100? On va perdre l'équivalent du département de la Gironde en territoire sur le littoral. L'un des plus grands départements de France. Le plus grand département de France, alors que ces 50 dernières années, on a perdu, déjà un petit peu, mais à la marge, on a gagné aussi, on a perdu, l'équivalent de la ville de La Rochelle. C'est juste de vous dire, voilà, aujourd'hui, si on regarde sur les 50 dernières années, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, mais je vous le partage, c'est La Rochelle, et si on ne fait rien, ce sera le département de la Gironde. Réfléchissons ensemble à ça, et c'est pas anxiogène. C'est de se dire qu'il y a des solutions pour éviter justement demain que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et je conclus juste. Ouais. L'intérêt de travailler du coup avec la Massif sur ce projet-là, nous, c'est de se dire, en fait, c'est anxiogène, mais il y a des co-bénéfices énormes. Il y a des co-bénéfices énormes sur avoir un kit chez soi. C'est aussi comprendre comment l'élec marche, comment je peux réduire ma facture d'électricité. C'est comment entretenir mon jardin. C'est comment me connecter à d'autres acteurs par des activités de nature, comme on dit. En fait, nous, on commence à débusquer un paquet de co-bénéfices sur la culture du risque qui sont autant de leviers pour aller travailler avec les acteurs qui sont déjà là. Le secteur culturel, le secteur sportif, les agents, etc., les tiers-lieux, le monde large. Et là, c'est un levier énorme qu'on peut activer. Merci. Vous avez tous les deux mis le doigt donc, sur les enjeux de coopération et de confiance. Confiance dans la durée, 10 ans de travail autour de Concarneau, mais vous avez aussi insisté sur l'importance de la coopération. Du coup, je me tourne vers nous, Marcel Ascaron. Vous êtes secrétaire général de la Fondation Massif, fondation du groupe qui soutient du coup un certain nombre d'acteurs, de projets locaux, parfois liés à l'ESS, à la transition écologique et solidaire, mais pas seulement. Est-ce que vous pourriez justement nous préciser le positionnement de votre fondation, de la Fondation Massif, en matière d'accompagnement de ces coopérations entre des acteurs publics, des acteurs privés, des associations et des entreprises?
Merci, bonjour à tous. Alors peut-être pour vous expliquer ce qu'est la Fondation Massif et de là où je parle, en fait on est une fondation implantée sur les territoires. Aujourd'hui on a des moyens qui sont des moyens humains, des moyens financiers, des moyens aussi de décision dans chaque région de France hexagonale. Et ça nous donne aussi une responsabilité par rapport aux questions de transition environnementale parce qu'on est au plus près en fait, du local finalement et on a des leviers d'action. Alors ces leviers d'action, historiquement, on les a mobilisés sur les questions de justice sociale. On travaille au service des personnes les plus fragiles. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'urgence climatique, on sait que les personnes les plus touchées par le dérèglement climatique sont ces personnes les plus fragiles qui, en même temps, sont les moins responsables du réchauffement climatique. Donc ce qui est un peu ce qui est contradictoire quand même. Et d'où la volonté de la Fondation Massif de travailler sur ces questions de transition écologique juste. Alors, la transition écologique, vous en avez parlé tous les deux, hein, on ne peut pas y travailler tout seul. Alors c'est bien, une association, elle peut faire énormément de choses avec des usagers, mais elle ne le fera pas seule sur un territoire. On est vraiment face à des questions systémiques avec énormément d'enjeux qui se croisent. D'où la volonté de notre part, de nos fondateurs, de se dire aujourd'hui, on peut accompagner des innovations sociales comme on l'a fait depuis 30 ans. Ça, on peut continuer à le faire. Mais il faut qu'on aille au-delà. Comment on permet aux acteurs des territoires de travailler entre eux? Alors, comment on leur permet? Les acteurs des territoires, on le voit, hein, ils travaillent entre eux de toute façon, mais c'est du temps, c'est de la compétence aussi, et c'est de l'argent. Et on a décidé, en fait, ou plutôt notre conseil d'administration a décidé il y a un an, justement de faire une expérimentation, de se dire, eh bien, on va prendre dans chaque région française, accompagner un groupe sur un territoire, sur une problématique de transition écologique, et l'accompagner sur un temps plutôt long, donc c'est le temps de notre temps. Ouais. Quand vous disiez un groupe, c'est un type des acteurs variés, publics, privés. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple? C'est ça. C'est des acteurs publics. En fait, c'est toutes les parties prenantes d'un territoire. Donc, forcément, c'est des acteurs privés, puisque nous sommes au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire et principalement du monde associatif. Mais c'est aussi des acteurs publics, puisqu'il faut avoir les leviers aussi pour travailler sur un territoire. Ça peut être aussi les entreprises. On ne va pas les financer directement une entreprise puisqu'on est d'intérêt général. Mais l'idée, c'est de faire travailler les différents acteurs publics, privés entre eux. Alors, on démarre cette démarche et pour l'instant, on accompagne un projet en Occitanie. Alors, c'est très concrètement, c'est dans les quartiers politiques de la ville de Toulouse-Leury-Mirail, plusieurs quartiers politiques de la ville qui travaillent ensemble sur la question de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on accompagne les habitants du territoire des différents quartiers de Toulouse-le-Mirail sur la question de l'économie circulaire, mobilisation, l'idée c'est de développer aussi leur pouvoir d'achat ou de les former aux nouveaux métiers en fait, de l'environnement. On a un autre projet sur lequel on est à la manœuvre, puisqu'en fait, on a choisi en tant que fondation d'être aussi, c'est vrai que ça je ne vous l'ai pas dit, mais un des acteurs de la coopération, puisqu'on est sur ces territoires. Et là, on est à Marseille sur les questions de santé et de santé environnementale. Dans une des agglomérations les plus touchées par la pauvreté aujourd'hui et par les problèmes de non-recours à la santé, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner dans une logique de prévention santé justement les habitants des quartiers de Marseille. Voilà. Merci beaucoup pour ces exemples concrets, inspirants et qui montrent l'utilité de l'accompagnement et du soutien qu'apporte la Fondation Massif à des acteurs collectifs. Il y avait un premier rebond. Alors je vais juste me permettre, c'est pas bien, mais pardon, c'est le temps long. Non, mais le temps long, juste ça. En fait, un assureur, ça travaille sur un temps long. Donc l'accompagnement, on ne le fait pas à un instant T, puis au revoir, ciao. Ça nous importe finalement d'accompagner parce que le dérèglement climatique, il n'est pas qu'aujourd'hui. Hein, les impacts, ils sont aussi devant nous. Donc la notion de temps, elle peut être des fois paradoxale avec les contraintes, notamment budgétaires des élus, les sujets d'aménagement du territoire, mais toujours avoir cet horizon. Et nous, on y travaille, on n'est pas seul. Mais là, voilà, l'assureur, il raisonne sur un temps long. Et on incite l'ensemble des acteurs à le faire. Vous vouliez réagir là sur les exemples concrets? Je fais un double rebond, donc le temps long et en QPV, donc en quartier prioritaire. Donc on a dans le labo territorial, on a un tiers-lieu qu'on a créé 2017. Et en effet, il faut du temps long pour comprendre quels sont les jeux d'acteurs, qu'est-ce qui se passe, être assez humble
Le backlash écologique, c'est évident, en fait, il faut parler d'écologie sans en parler, mais ça, c'est ma conviction du moment, hein, si on peut arriver à ça, c'est qu'il faut changer complètement notre vocabulaire. Il faut arrêter de sensibiliser, il faut expérimenter avec les gens. C'est l'expérience qui amène à l'engagement, quoi. Donc moi, c'est la conviction du moment pour faire très très court, hein. Et du coup, ce qui risque de se passer, c'est d'organiser les journées de la résilience, mais cette fois en QPV, parce que c'est une zone où les personnes vont le moins à la mer, alors que la mer est à 1000 mètres du quartier prioritaire, mais c'est identifié par les services de la ville comme ça. Donc c'est quels sont les moyens d'aller à la mer, et on parlera du temps calme, des tempêtes, et que vu que le QPV il est en hauteur, eux ils n'auront pas de risque, mais ils ont d'autres risques. Et notamment du coup de la prévention sur la santé, sur l'éducation à la nature, sur les activités de nature. Donc voilà, nous la conviction c'est qu'il faut qu'on casse un peu nos langages pour avancer. Et Bertrand, vous parliez Non, mais juste, ouais, moi j'aime bien, parce que j'ai mes petites marottes, et je vais rebondir sur ton propos. Moi je pense qu'il faut se projeter demain. J'aime bien les 2050, 2100, ça on retrouve ça comme dans les différentes démarches, le PNAC, etc. Moi ce que je me dis, je suis en âge d'avoir des petits-enfants. Bon, ils auront, ils ne sont pas encore là, hein, mais imaginons qu'ils aient une vingtaine d'années ou une trentaine d'années en 2050. Eh bien, je ne peux pas leur garantir aujourd'hui qu'ils auront les mêmes conditions que moi pour habiter sur certains territoires. Cette notion-là, elle n'est pas une notion d'assureur. Et j'insiste, moi, beaucoup, on m'autorise à ce rebond-là. Si on a conscience de ça, on s'adapte. On s'adapte aussi parce que la conscience du risque est là. Et l'adaptation, on prend notre part en tant qu'assureur, mais on ne peut pas le faire seul à nouveau. Et je pense que nourrissons-nous de ce qu'on observe aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes de gestion d'eau sur certains départements, vous le vivez les élus, c'est pas une découverte d'un assureur. Il y aura beaucoup de conséquences sur la santé, tu l'as dit Marcella. Voilà. Donc nourrissons-nous de ce qu'on observe aujourd'hui, de la science, de la recherche, des scientifiques qui nous aident à nous projeter. Et là, ne prenons pas, c'est pas anxiogène, hein, c'est juste se dire adaptons-nous et travaillons ensemble à cette adaptation. Merci beaucoup. La notion de résilience est apparue tout à l'heure dans l'intervention. J'en profite avant de vous donner la parole, savoir s'il y a eu des projets avec une dimension résilience qui ont été soutenus par la Fondation Massif. Mais juste avant, voilà, je partage ou j'invite les participants à cette table ronde à prendre conscience de cette responsabilité collective que nous avons dans la façon dont on conduit, on pense des projets territoriaux, des projets d'aménagement, des projets d'investissement à dimension économique, sociale, éducative, à se projeter dans du temps long, comme ils l'ont dit, dans des approches collectives, coopératives, et pas en silo ou en obéissant à un seul objectif économique ou de loisirs voilà, qu'un seul objectif. Et aussi à penser la résilience. Là-dessus, la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure vise à réunir et à mettre à disposition de l'expertise de l'ingénierie publique à tout le monde. Et j'en profite pour mentionner le CEREMA, pas très très loin ici sur ce salon, qui a élaboré une boussole de la résilience. Cette boussole de la résilience, elle est accessible sur Internet en 3 clics. Et elle donne des grilles de lecture pour que nous, dans nos territoires, avec vos casquettes d'acteurs économiques, sociaux, d'habitants, vous puissiez vous interroger. Tel projet d'aménagement routier, telle infrastructure, tel équipement sportif, culturel, économique. Est-ce que je pense qu'il coche toutes les cases de cette boussole à résilience pour répondre aux grands enjeux d'habitabilité qui ont été pointés dans cette table ronde? Et ça, c'est une responsabilité que ce salon permet de partager. Marcella Scarron, peut-être un autre exemple d'un projet inspirant ou une dernière conviction pour conclure cette table ronde? Si, peut-être justement sur les questions d'adaptation, il y en a une qui nous concerne tous, et je pense que vraiment tous ici, c'est celle de l'adaptation du logement. Comment est-ce qu'on lutte contre la précarité énergétique aujourd'hui? Et alors, vous savez tous, il y a énormément d'aides sur la lutte contre la précarité énergétique, mais elles sont très peu accessibles, et notamment peu accessibles aux personnes les plus fragiles. D'où le fait que justement on accompagne des nouvelles solutions financières, des fonds comme le vôtre justement, pour permettre aux personnes les plus précaires de rénover leur habitat et d'avoir des conditions de vie qui soient dignes, et ce qui est important pour leur santé. Allez, un dernier mot, puisqu'on a dernier mot, dans les on est temps. assureur, il y a un mot alors qui est repris par notre président Jean-Louis Grosse de la Salle ou par notre directeur général Jean-Philippe Dogneton, c'est la mutualisation, on en parle souvent.
j'ai commencé cette table ronde en allant sur les mécanismes de solidarité sur le régime de catastrophe naturelle. Je pense que si on n'est pas ensemble sur des dispositifs de protection et de sensibilisation, donc nous qu'on traduit d'une façon assurantielle par de la mutualisation des risques, on aura à nouveau tout perdu. Donc voilà, derrière ce mot mutualisation, c'est très fort, c'est un mot qui nous parle beaucoup en tant que mutuelle d'assurance, et il va au-delà du même sujet que les catastrophes naturelles. Pardon. Oui, j'ai oublié de dire que Concarneau, c'est que 20 000 habitants, l'Aglo, c'est 60 000 habitants. Donc on est très loin des métropoles qui ont des agents dédiés à la gestion de crise. Donc tu dis mutualiser, nous, sur cette typologie entre guillemets de ville d'Aglo, il va falloir mutualiser avec les gens de la société civile parce qu'on n'aura pas le moyen d'embaucher suffisamment d'agents pour être en première ligne. Donc là, moi, je reviens là-dessus en fait. Et il y a des solutions, c'est juste, faut pas les peur d'aller voir les assos, les acteurs un peu bizarres d'un territoire, en leur parlant des possibilités liées à la gestion de crise. C'est vraiment avec ce vocabulaire-là qu'il faut aller les voir, quoi. Et embarquer les pompiers parce qu'eux, ils ont une image incroyable. Merci à vous trois. Comme il nous reste quelques minutes, je vous propose éventuellement, si vous avez des questions, de poser une question à Bertrand Delignon, Marcel Ascaron ou Emmanuel Poisson-Caton. On va vous donner un micro dans un instant. Et juste savoir, ici, est-ce qu'il y avait des acteurs du monde de l'assurance qui étaient présents nombreux ou pas? Quelques-uns. Est-ce qu'il y avait des élus, plutôt côté congrès, des acteurs des collectivités territoriales? Ouais. Et des acteurs économiques plutôt? Très bien. C'était un panel assez diversifié. Je vous propose, monsieur, et puis on prendra ensuite une deuxième question dans la foulée, et puis on leur proposera aux intervenants de répondre. Moi, j'appartiens à un panel qui n'a pas été cité, puisque je suis Jean-Christophe Erard et je travaille sur la diffusion de la stratégie nationale de résilience auprès des collectivités territoriales. Parce que la résilience, c'est pas seulement anticiper le temps long. Aujourd'hui, notre monde est dangereux, pas seulement à cause des risques naturels, mais aussi à cause des attaques cyber, à cause de la menace de guerre à l'Est, à cause des catastrophes qui peuvent arriver autour d'établissements Céveso ou autres. Et donc l'État a conçu une stratégie qui permet, dans un premier axe, de savoir ce qu'il faut garantir comme continuité, par exemple les réseaux, et ce qui doit, dans un deuxième axe, être mobilisé, puisque c'était pour ça que j'étais venu, je voyais la mobilisation citoyenne, et en particulier toutes les personnes qui sont formées, engagées, qui peuvent appartenir à des réserves communales de sécurité civile, ou à des associations agréées, ou à n'importe quel type de formation qui s'engage pour le bien-être de la collectivité. Et pour ça, j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a un petit guide qui existe. Il est en ligne sur le site du SGDSN. Et il y aura même dans quelques jours, c'est presque un scoop que je vous donne, une communication pour l'ensemble des citoyens sur les sites gouvernementaux et préfectoraux et associations d'élus et associations agréées de sécurité civile. Bonne fin de congrès à tous. Merci monsieur Erard, j'avais entendu parler, bravo, j'avais entendu parler de votre stratégie et je vous remercie d'être venu en parler, de preuve que c'est très bien que vous ayez tendu le micro, parce que je crois que c'est un travail qui fait référence, que vous avez mené dans l'ombre avec peu de moyens, mais avec un portage fort de l'État. Et donc sachez que c'est ce guide, cette stratégie nationale de résilience, SNR, est donc portée par un secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Pour ceux qui veulent faire des recherches, il y a quelques documents, quelques plaquettes qui seront prêtes auprès de monsieur Erard. Et il y a notamment, ça s'appuie notamment sur les travaux, il l'a dit, de continuité d'activité et de sécurité numérique. Et puis vous parlez de réseaux, les réseaux de données, des réseaux énergétiques, des réseaux de transport qui constituent aussi à la fois des points de vulnérabilité nécessaires pour garantir la résilience et aussi indispensables à l'habitabilité. Et un dernier mot sur la mobilisation citoyenne. Cette dimension-là, effectivement, n'était pas extrêmement présente, mais c'est honnêtement au niveau des communes et des associations qu'on peut favoriser l'implication citoyenne en période de crise. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça montre une chose. Ça veut dire qu'il y a des initiatives qui sont prises, des démarches qui sont prises, et pas seulement au sein d'une mutuelle comme la Massif. Il y a bien évidemment, ça va bien au-delà. Et on a tout intérêt à avoir connaissance
de ces démarches-là. Merci pour votre intervention. Moi, quand je lis effectivement voilà, l'objet même de cette stratégie que vous développez, elle répond forcément à des interrogations qu'on a. Sur le court terme, vous avez raison, en termes d'adaptation, on l'observe, mais sur le moyen et long terme, on en a parlé. Mais merci pour votre intervention, votre question. Eh bien, c'est sur ces quelques mots qu'on vous propose de terminer et de vous souhaiter un excellent salon. Merci beaucoup à la Massif, à Bertrand Delignon, à Marcel Ascaron et à Emmanuel Poinçon-Quinton d'avoir partagé avec vous ces quelques messages clés. On vous souhaite un excellent salon et restons à votre disposition si vous le souhaitez encore quelques minutes. Bonne fin de journée à vous.